Extrait des Mémoires d'espoir du général de Gaulle, premier tome Le Renouveau 1958 à 1962, précisément sur le 18 mars 1962 et le 8 avril. Pages 132 à 134. Pour finir, la conférence se transporte à Évian. Les accords sont conclus le 18 mars 1962. Il s'y trouve tout ce que nous avons voulu qu'il y soit. Dans l'immédiat, c'est le cessez-le-feu. Pour l'avenir, une fois l'indépendance de l'Algérie accordée par le peuple français et, ensuite, votée par le peuple algérien, ce sera l'association étroite de la France et de l'Algérie en matière économique et monétaire, une coopération culturelle et technique approfondie, une condition privilégiée des nationaux de chaque pays sur le territoire de l'autre, les garanties complètes et précises aux membres de la communauté française qui voudront rester sur place, des droits privilégiés pour nos recherches et notre exploitation du pétrole au Sahara, la poursuite de nos expériences atomiques et spatiales dans le désert, la disposition de la base de Mers el-Kébir et de divers aérodromes assurés à nos forces pendant au moins 15 années, le maintien pour 3 ans de notre armée en Algérie, là où nous le jugerons à propos. Pour la transition, il est entendu que la République française va, d'une part, envoyer en Algérie un haut-commissaire qui sera l'autorité suprême, notamment quant à l'ordre public, et d'autre part instituer un exécutif provisoire algérien qui assumera l'administration, organisera le référendum et, la réponse du peuple étant prévue comme positive, fera élire une assemblée nationale constituante d'où procédera le gouvernement. Comme en attendant il n'existe pas de souveraineté algérienne et que, par conséquent, les accords d'Évian ne constituent pas un traité, c'est sur une déclaration du gouvernement français proposant aux électeurs d'approuver le texte, que le peuple votera en France et en Algérie. Le soir même, j'annonce à la nation que, sous réserve qu'elle y souscrive, le drame est terminé et le problème résolu. Ce qui vient d'être décidé, dis-je, répond à 3 vérités qui sont aussi claires que le jour. La première, c'est que notre intérêt national, les réalités françaises, algériennes et mondiales, l'œuvre et le génie traditionnel de notre pays nous commandent de vouloir qu'en notre temps, l'Algérie dispose d'elle-même. La seconde, c'est que les grands besoins et les vastes désirs des Algériens, pour ce qui est de leur développement, imposent à l'Algérie de s'associer à notre pays. Enfin, la troisième vérité, c'est que par-dessus les combats, les attentats et les épreuves, et en dépit de toutes les différences de vie, de race, de religion, il y a entre la France et l'Algérie non seulement les multiples liens tissés au long des 132 ans de leur existence commune, non seulement les souvenirs des grandes batailles où les enfants de l'un et de l'autre pays luttèrent côte à côte dans nos rangs pour la liberté du monde, mais encore une sorte d'attrait particulier et élémentaire. Qui sait même si la lutte qui se termine et le sacrifice des morts tombés des deux côtés n'auront pas, en définitive, aidé les deux peuples à mieux comprendre qu'ils sont faits, non pour se combattre, mais pour marcher fraternellement ensemble sur la route de la civilisation. Puis j'affirme que, si la solution du bon sens a fini par l'emporter, cela est dû, d'abord, à la République qui a su se donner des institutions nécessaires à l'autorité de l'État. Cela est dû ensuite à l'armée qui, au prix de pertes glorieuses et de méritoires efforts, s'est assuré la maîtrise du terrain dans chaque région et aux frontières, a établi avec les populations des contacts humains et amicaux, et malgré la nostalgie de nombre de ses cadres et les tentatives de subversion de quelques chefs dévoyés, est resté ferme dans le devoir. Cela est dû enfin au peuple français qui, grâce à la confiance qu'il a constamment témoignée à celui qui porte la charge de l'État, a permis que mûrisse, puis aboutisse, la solution. 2 jours après, par message adressé au Parlement, je fais connaître que la nation va être appelée à se prononcer par référendum. Le scrutin a lieu le 8 avril. L'avant-veille,
Parlant encore au pays, j'avais demandé à chaque citoyen de se faire, en votant oui, l'artisan d'un événement d'une immense portée, car ainsi sera achevée l'œuvre française de décolonisation. En métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer, 20 800 000 Françaises et Français vont aux urnes, soit 76% des inscrits. Il y a 17 900 000 oui, 1 800 000 non, 1 million de bulletins blancs ou nuls. La réponse est positive à 91% des suffrages exprimés. Pourtant, cette quasi-unanimité nationale, qui tranche la question à fond et qui ne laisse aucun doute sur l'achèvement, ne détourne pas l'OAS de poursuivre ses exactions. Dès lors qu'il avait été clair que la négociation finale allait s'engager et que beaucoup de Français d'Algérie, prévoyant la conclusion et d'ailleurs effrayés par la marée de crimes qui submergeait le pays, se disposaient à gagner la métropole. Les terroristes avaient prétendu que l'exode allait livrer le terrain à l'ennemi. Ils interdisaient donc tout départ, sous peine que soient brûlés les biens laissés en arrière, voire exécutés les propriétaires. De fait, des actes suivaient les menaces. Au contraire, une fois les accords signés, la tactique employée devenait celle de la terre brûlée. Il fallait, à tout prix, que les Européens quittent l'Algérie et qu'il n'y reste que des ruines. Laissons-la telle que nous l'avons trouvée en 1830. Telle était la devise. En même temps, s'allumaient de toutes parts les incendies organisés des écoles, des mairies, des ateliers, des magasins, des bureaux. Ainsi flambaient, à Alger, l'hôtel de ville, l'université, les réservoirs de carburant, les installations portuaires.